Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection idées. Émergence, cheminement et construction de savoir. Dirigé par Muriel Frisch. L'objet de la collection est d'accueillir dans un espace de confluence des travaux d'origine variée, liant la problématisation des pratiques dans les métiers de l'éducation, de la formation et de l'humain avec la construction de savoir, en s'appuyant sur différents types de recherches. L'enjeu de la collection, en soutenant ces travaux, est d'opérer des focus sur des processus de travail, sur des formes d'éclosion, de conceptualisation en relation avec l'éducation, les didactiques, la formation, les métiers de l'humain. Cette collection ouvre des perspectives sur des questionnements d'acteurs à travers des interactions, des traces, des regards, révélateurs d'enjeux professionnels, d'élaboration de savoir. En croisant les dimensions épistémologiques, praxéologiques et psychologiques, elle propose de nouvelles formes de caractérisation de pratiques et de savoir. Elle tient compte de logiques de développement, d'accompagnement, d'innovation, de co-construction et dégage des éléments de savoir qui peuvent être transposés ou contre-transposés pour faire évoluer les connaissances et les pratiques. Elle peut donc héberger des documents de différentes natures et de contextes de production divers. Les formes de contribution originales visées sont des actes de colloques, de séminaires, de journées d'études, des récits d'expériences, des monographies, des biographies, des thèses, des essais. Mots-clés: information, ingénierie, innovation, identité professionnelle, confluence, interaction, curriculum didactique, développement, documentation, evolution, education, formation, processus, rapport au savoir, recherche. Au sein de la collection idées, émergence, cheminement et construction de savoir, nous proposons 5 séries. Série 1, interaction et construction de savoir. Les confrontations d'idées, de recherche, d'expériences et les interactions contribueront, au sein même de cette collection, à redessiner des lignes de partage ou de convergence entre des objets au travail, des réflexions pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 2, information, documentation et construction de savoir. À l'heure d'une société dite de l'information, cette série s'intéresse à la construction de savoir de l'information, au passage de l'information à la connaissance. Elle accueille des travaux qui développent un traitement critique et distancié de l'information, des documents. Elle publie des recherches menées en didactique de l'information, de la documentation, en lien avec les sciences, les pratiques et les technologies de l'information, de la communication pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 3, didactique et construction de savoir. Dans une approche diversifiée, la série 3 s'intéresse à une pluralité de didactiques. Elle publie des travaux élaborés en didactique des disciplines, en didactique professionnelle, en didactique comparée, en didactique curriculaire constituant un apport pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 4, émergence et construction de savoir. Cette série focalise sur des innovations décelées dans différents travaux. Il peut s'agir de nouvelles notions, de nouveaux concepts, de regards originaux sur un concept, un domaine existant ou d'une transformation qu'on lui fait subir en l'explicitant. Elle permet de valoriser des formes de création à partir de recherches, d'analyse de l'activité, de dispositifs, de travaux pour les métiers de l'éducation et de la formation. Série 5, cheminement de pensée et construction de savoir. L'ouverture à des cheminements de pensée inédits, robustes parfois ou en devenir permettra ici de procéder à différentes formes de caractérisation à partir de nouvelles émergences d'idées, tout en tenant compte de leur genèse, de leur contextualisation. Cette série se focalise sur les chemins, les parcours, les développements, les transformations identitaires de professionnels, de chercheurs pour les métiers de l'éducation et de la formation. Remerciements. Je remercie particulièrement Rosine Galuzzo d'Afflon, maître de conférences en sciences de l'éducation et didactique du français ESP, Université de Nantes, et Jean-Marc Parago, enseignant à l'ESP, Université de Lorraine pour la relecture intégrale de cet ouvrage. Je remercie également Joël Lebaume, professeur des universités à l'Université Sorbonne Paris-Cité, Université Paris-Descartes d'avoir accepté d'en rédiger la préface. Je remercie l'association AM2IDEKI, le comité local d'organisation, les adhérents et tous les participants au colloque.
PREFACE. Joël Lebaume. Ce deuxième volume de Didactique et métiers de l'humain et de la relation est fidèle aux principes fondateurs du réseau IDEKI sur lequel s'adosse la collection ID. Émergence, cheminement et construction de savoir, dirigée par Muriel Frisch. Les travaux de ce réseau de professionnels de la recherche et de l'éducation sont développés grâce à une plateforme collaborative Wiki, site web dont les pages sont modifiables par les visiteurs afin de permettre l'écriture et l'illustration collaborative des documents numériques déposés. Au-delà de ces élaborations collectives à distance, des rencontres dynamisent les échanges et les confrontations des participants. Cet ouvrage constitue ainsi les actes du colloque tenu à l'automne 2013. Il rassemble des communications marquées par 3 traits: diversité, actualité, ouverture. La diversité est à la fois celle des auteurs, étudiants, chercheurs, éducateurs, enseignants ou formateurs et celle des recherches engagées, impliquées ou distanciées. L'actualité se remarque par les préoccupations, en prise avec les évolutions des technologies de l'information et de la communication, par exemple des moyens d'organisation de la connaissance, des politiques éducatives par exemple d'inclusion, des contenus de formation par exemple du CAPES documentation. L'ouverture se caractérise par les communications d'espaces géographiques distants de la Lorraine, par les interventions concernant les pratiques, par exemple des professionnels de l'éco-construction ou des spécialistes des nanosciences et nanotechnologies. L'unité de cet ensemble de textes est fondée sur la transdisciplinarité, ou l'approche multiréférentielle des thématiques. Les sciences de l'information et de la communication et les sciences de l'éducation croisent ainsi la préoccupation majeure centrée sur les communautés de pratique. L'organisation des textes structure l'ouvrage en 3 grandes parties succédant à un prélude. Ce prélude se veut surplombant avec les textes de 2 conférences, l'une discutant les modalités d'accès à l'implicite du savoir du faire l'école, l'autre présentant les nouvelles tendances internationales de la Knowledge Organization. La première partie est nettement centrée sur les nouvelles questions et les problématiques émergentes avec des textes qui investiguent d'une part l'actualisation des concepts, les implications de la disponibilité de nouveaux artefacts numériques, les inflexions inhérentes à la sauvegarde du patrimoine immatériel, les conditions de changement des pratiques enseignantes en Afrique ainsi que les potentialités des nouveaux instruments de recherche d'information. La deuxième partie réunit des textes qui étudient les rapports ambivalents entre documentation et information, dans les espaces de la recherche, dans ceux de la formation des professeurs et des activités des élèves et dans les espaces professionnels hors l'école. La troisième partie suggère des orientations pour une didactique adaptée et une professionnalité accentuée, afin de répondre aux exigences et aux contraintes de l'inclusion, grâce à des textes discutant les conditions des pratiques inclusives et d'écoles inclusives, présentant des travaux concernant l'élaboration de supports idoines, albums numériques pour des enfants en difficulté de langage, ou faisant redécouvrir les propositions et discussions des pédagogies spéciales, chefs d'œuvre pédagogiques, techniques de l'éducation nouvelle. La diversité des textes, des objets traités et des réflexions, études et investigations rapportées, offre différents itinéraires de lecture ou de consultation de cet ouvrage collectif, témoignage des chemins intellectuels d'une communauté de pratique décompartimentant les champs de la recherche, de la formation, de l'enseignement et de l'éducation. Pour la lecture, le large empan délibérément ouvert au registre épistémologique, praxéologique, pédagogique et psychologique des travaux offre simultanément une possibilité d'analyse des concepts investis et appropriés, notamment des orientations didactiques, considérées dans une acception croisant les tendances exprimées par méthodologie spéciale, psychodidactique, didactique professionnelle, didactique des disciplines, ou didactique comparée. Cet ouvrage est alors rafraîchissant, à l'image de la fleur de couverture, et donne à penser et à discuter les évolutions des rapports entre recherche et formation au gré des innovations institutionnelles, technologiques et sociétales. Joël Lebaume. Professeur de sciences de l'éducation. Sorbonne Paris-Cité, Université Paris-Descartes, EDA. Introduction générale. Muriel Frisch. Cet ouvrage se situe dans la continuité du premier paru en 2013, intitulé Didactique et métiers de l'humain et de la relation. Nouveaux espaces et dispositifs en question,
Nouveaux horizons en formation et en recherche, objets de recherche et pratiques en écloserie. Il valorise cette fois le travail élaboré pour et au cours du colloque international organisé par le réseau IDEKI, les 18 et 19 octobre 2013 à l'Université SP de Lorraine. Cette manifestation était accueillie dans les locaux du CRDP de Lorraine. Les transformations sociétales en lien avec les évolutions numériques, les réformes successives et les modifications législatives ont un impact important sur les secteurs professionnels et leurs pratiques. Se pose ainsi la question, pour les professionnels en charge des structures impliquées, de savoir comment envisager cette mutation. Les domaines de la recherche, de l'éducation, de la formation voient leur espace d'intervention s'élargir. Et dans le même temps, la diversification des lieux et des modes de production de savoir crée une situation qui les contraint à concevoir de nouveaux espaces et enjeux. Ils visent à construire et innover en didactique, à permettre le passage d'une culture de l'information à une construction de savoir et de connaissances, ou celui de nouveaux espaces et enjeux de construction d'une professionnalité accentuée à une didactique adaptée. Les chercheurs au sein d'IDEKI, avec les acteurs de la formation et de l'éducation, créent une dynamique de travail qui tient compte, à travers les manifestations organisées, d'un moment de rencontre et d'émergence d'idées. Il s'agit de caractériser progressivement et précisément ce qui s'élabore et se transforme, en quoi cela fait science et action, de constituer des points d'ancrage pour de futures recherches et des pratiques professionnelles innovantes. Avec le projet de recherche IDEKI, nous ouvrons des fenêtres à des moments distincts, sur des traces, sur des cheminements de pensée, sur des émergences, sur des savoirs en mouvement, sur des circulations de connaissances et des constructions didactiques. Nous varions les modalités de travail, séminaire, colloque national et aujourd'hui un premier colloque international. Sa formule associe des conférences d'introduction, celles de Mesdames Loredana Perla et Nunzia Schiavone, quel dispositif de documentation de l'implicite dans la formation des enseignants, et de M. Peter Holly, président d'ISCO, Challenge of Knowledge Organization, livré en anglais et des communications dans des ateliers en session. Celles-ci témoignent d'un stade de travail différent, au début d'un travail de recherche ou à un niveau plus avancé. Avec la problématique du premier colloque, nous nous étions focalisés sur des objets de recherche et des pratiques en écloserie. Avec ce dernier, en conservant une forme d'historicité, nous maintenons la focalisation tout en poursuivant le mouvement, en introduisant de nouveaux paramètres dans la réflexion, objets de recherche, d'éducation et de formation problématisés, mis en tension, réélaborés. Cheminement qui vise une construction de savoir et de pratique. Par conséquent, je propose dans cette introduction, de situer notre action collective dans le processus de travail original, qui correspond également à la ligne éditoriale de la collection. Émergence, cheminement, construction. Notre recherche se poursuit à travers la reprise des 3 orientations déjà présentes dans le premier ouvrage, qui ont des zones de recoupement et qui rythment ici aussi la production. Première orientation. IDEKI nouvel espace et nouveaux enjeux pour construire et innover en didactique, les didactiques et les métiers de l'humain dans leur relation à des concepts, des modèles, des figures, des traces. Un premier défi est de ne pas renoncer à une forme de constructivisme épistémologique, qui consiste à impliquer les apprenants dans l'expérience du processus d'apprentissage et, pour cela, envisager les concepts comme une aide à la construction et à l'analyse du faire. Les compétences sont en effet cognitives et aussi conceptuelles. Un autre défi est de sortir de l'impasse qui consiste à interroger les modèles à partir de sa pratique professionnelle, en disant « ça ne marche pas comme dans le modèle », pour essayer de comprendre comment on peut articuler les modèles pour l'éducation et la formation et les modèles pour l'agir. Le travail en réseau consiste à saisir l'intérêt de cette articulation. Le premier atelier a donc consisté à échanger et construire des savoirs à partir d'une présentation de travaux élaborés en recherche en amont du colloque autour de l'entrée, concepts, modèles et figures émergents pour l'éducation et la formation. Seconde orientation. IDEKI nouvel espace et nouveaux enjeux pour permettre le passage d'une culture de l'information à une construction de savoir et une organisation de connaissances, la didactique de l'information, documentation, communication, la culture informationnelle et documentaire.
La didactique de l'information-documentation constitue un domaine de recherche qui étudie ce qui se joue au sein de l'activité complexe et discipline vivante, information-documentation. Elle se réfère à différentes pratiques sociales dont la pratique de recherche. Elle se fonde sur des pratiques dynamiques de recherche, de questionnement, de traitement de l'information. Elle est liée au principe d'action, au processus, à l'activité cognitive et conceptuelle du sujet qui doit être orientée pour construire une relation authentique et originale au savoir. Plusieurs questions sont à ce stade fondamentales. Comment aider le sujet à devenir le centre organisateur qui donne activement forme à son environnement culturel? Comment aider la personne à concevoir l'information non pas comme consommation de savoir, mais comme production de savoir? Comment aider l'individu à gérer une infodiversité? Le second atelier a par conséquent consisté à échanger et construire des savoirs à partir d'une présentation de travaux du groupe en recherche, qui développe l'entrée, épistémologie documentaire et informationnelle et caractérisation de dynamique collective. Troisième orientation, IDEKI nouvel espace et nouveaux enjeux de la construction d'une didactique adaptée et d'une professionnalité accentuée et inclusive. Par différence avec les métiers industriels ou techniques, les métiers de l'humain ont affaire à des objets, en fait des sujets, qui ont notamment pour particularité de ne pas présenter tous les mêmes caractéristiques. Il s'agit de sujets non standardisés et non standardisables. Réagir à ce que fait le professionnel, les sujets objets de l'activité ne sont pas inertes. La situation de travail étant co-construite entre le professionnel et le client, usager, patient, élève. Witorski, 2013, page 183. Il est aujourd'hui essentiel de nous centrer sur les spécificités professionnelles de métiers dits impossibles comme les nommait Freud, repris par Mireille Sifali. Parago, 2013, page 191. Ce groupe au sein d'IDEKI, en interaction avec les autres, s'attache à l'expression des savoirs d'expérience des uns et des autres, sur les pratiques, sur ses capacités, sur les occasions de formation et d'apprentissage, sur le contexte clinique, et se situe entre réalité et perspective. Le savoir d'expérience peut être conçu comme une mise en récit à explorer, entre pratique réflexive et didactique professionnelle, Choca 2009. Il cherche à comprendre en quoi le milieu des autres est aussi prescripteur de l'activité. Il nous conduit vers un nouvel espace didactique en développant une didactique adaptée au public à besoins éducatifs particuliers et des formes d'accompagnement adaptées. L'expertise de ces métiers, par le développement professionnel, est à envisager en acceptant de construire des accentuations professionnelles et une professionnalité accentuée, Frisch, Parago, 2012. Le troisième atelier, dans ce sens, a consisté à échanger et construire des savoirs à partir d'une présentation de travaux du groupe AHS en recherche qui caractérise une didactique adaptée et une professionnalité accentuée pour une école inclusive. Notre projet de recherche globale conçoit les dispositifs d'éducation et de formation dans une double logique, celle de transposition et celle de contre-transposition, Frisch, 2001-2013. Dans cette approche, les savoirs et les compétences professionnelles sont pensés au regard des savoirs académiques et des pratiques sociales de référence et également au regard de l'analyse des expériences d'apprentissage dans les activités professionnelles et en éducation. Sur un axe plus horizontal, le wiki IDEKI est un environnement dans lequel circule l'information entre individus. Il représente un territoire particulier pour les acteurs concernés par notre projet de recherche dans le système d'information, et au-delà pour une contribution à l'organisation des connaissances, la construction de savoirs et de compétences. IDEKI est aussi, de ce fait, un système innovant. Et si nous sommes en partenariat, c'est d'abord parce que cela a du sens pour notre projet. Nicolas von Bülow, qui appartient au groupe de pensée Terra Nova, caractérise les systèmes innovants à travers 4 points qui nous semblent importants et que nous retrouvons dans nos partenariats. L'innovation est un processus fondamentalement complexe, de nature systémique. C'est un processus à la fois collaboratif et aléatoire. Un système innovateur est un ensemble hétérogène d'entreprises, d'individus, d'organisations de recherche, d'universités, de prestataires de services, d'investisseurs et d'administrations.
Les grands écosystèmes innovateurs s'appuient sur des dynamiques vertueuses de fertilisation croisée, d'attractivité croissante pour les entreprises, pour la recherche, pour les individus. Le système universitaire et les laboratoires, les concepteurs des savoirs sont des acteurs clés dans un contexte de compétition locale, nationale, internationale sur l'innovation, qui est un défi du XXIe siècle. Cette introduction nous donne l'occasion à nous en tant que réseau, de remercier l'ensemble de nos partenaires. Des partenaires associatifs. L'AECSE, la MAIF, la CASDEN, la MGEN, le Crédit Coopératif, le Crédit Mutuel, AM2IDEKI. Des partenaires professionnels. Des organisations diverses contribuent au projet. ESPEUL, Éducation nationale, Centre de formation indépendant, CRDP, Croix-Rouge, IFSI, IJS, INDP, ESAT, Centre hospitalier. Il nous paraît important de tenir compte des savoirs et de l'expérience des professionnels et de leurs idées. Des partenaires institutionnels qui pour certains d'entre eux nous subventionnent pour la 2e année consécutive, le Conseil régional de Lorraine, la communauté urbaine du Grand Nancy, le CRDP de Lorraine et le réseau Cérène, l'Université de Lorraine avec 3 composantes, le LISEC, Laboratoire des sciences de l'éducation, l'ESPE, École supérieure du professorat et de l'éducation, le Lauria, laboratoire de recherche affilié au CNRS de l'Université de Lorraine. Un réseau de professionnels de la recherche, PU, MCF impliqué sur le territoire interrégional, avec Loïc Chalmel, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Haute-Alsace et directeur du laboratoire LISEC, Pascal Gossin, MCF en SIC, Université de Strasbourg, SP, LISEC Alsace. Un réseau de professionnels de la recherche impliqués dans un cadre national, avec Rosine Galuzzo d'Aflon, MCF didactique du français, SP de l'Université de Nantes, Laboratoire Crène, membre du comité scientifique d'IDEKI. Yolande Maury, MCF SIC, SP de l'Université Charles de Gaulle Lille 3, Laboratoire GERIICO, membre du comité scientifique d'IDEKI. Vincent Liquette, PU SIC, Université de Bordeaux, Laboratoire IMS-UMR-CIH Cognitique. Mabrouka El Hachani, MCF SIC, Université Jean Moulin Lyon 3, Laboratoire Helico. Nous remercions les collègues enseignants-chercheurs qui ont su trouver les moyens, dans leur propre université ou dans leur SP, de venir aux frais de celle-ci. Ainsi, ils co-subventionnent cette manifestation et la rendent possible. Un partenariat privilégié à l'international. Le premier, avec l'organisation internationale ISCO, président, M. Peter Holly, et nous remercions particulièrement le président de la section ISCO Maghreb, en tant que chapitre savant de la Société internationale ISCO, M. Sabi Sidom, MFC et chercheur à l'Université de Lorraine, au laboratoire Lauria de Nancy-Lorraine. Le second, avec la Faculté des sciences pédagogiques et didactiques de l'Université Aldo Moro de Bari, qui nous permet de croiser nos problématiques avec celles de Mesdames Loredana Perla, professeure, et Nunzia Schiavone, docteur en sciences de l'éducation, et ce, grâce à la traduction simultanée de leurs conférences par M. Cesare Giubolini. L'ensemble des professionnels accompagnés en recherche et qui nous offrent des terrains en Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges. Les étudiants et les étudiantes présents dans les colloques, soit en tant qu'auditeurs soit en tant que contributeurs entamant leur parcours de recherche, de la licence vers un doctorat. Nous remercions enfin l'ensemble de nos conférenciers venus de France, d'Allemagne, de Belgique, d'Italie, et l'ensemble des adhérents à l'association AM2IDEKI. Conférence d'ouverture. Quel dispositif de documentation de l'implicite dans la formation des enseignants? Loredana Perla. Professeure des universités au département des sciences de l'éducation, formation, psychologie, communication de l'Université de Bari, Aldo Moro. loredana.perla@uniba.it. Nunzia Schiavone. Département des sciences de l'éducation, formation, psychologie, communication de l'Université de Bari, Aldo Moro. Doctorat en sciences de l'éducation. schiavonefp@virgilio.it. Avec l'approbation en Italie du décret 249 du 10 septembre 2010, le thème de la formation des enseignants a vu s'ouvrir une scène profondément modifiée dans son architecture. En effet,
La philosophie qui l'inspire est nouvelle et différente, et nous pouvons la résumer dans le passage d'un modèle qui regarde l'enseignant comme un simple applicateur, ou exécutant, de solutions aux problèmes concrets, indiqués par les théoriciens, à un modèle, à une série de modèles, qui place la formation entre la théorie et la pratique et qui voit l'enseignant comme sujet épistémique, producteur de savoir pratique. Le savoir pratique est un genre de savoir qui n'est pas linéaire et ne suit pas des étapes qui peuvent être prédéterminées. C'est une connaissance implicite qui ne peut pas être totalement formalisée, pas avec le langage de la logique démonstrative. Le savoir pratique est un savoir de l'action fondé sur les stratégies de la complexité, de Enazione de la situatività. C'est un savoir élaboré sur le champ, qui se développe pendant l'action et qui est difficile à cueillir par un observateur externe. Au premier regard, il n'est pas qualifié comme vrai savoir puisque fuyant aux catégories traditionnelles du savoir scientifique qui apparaissent excessivement simplificatrices. Sur ce savoir, depuis quelques années, la recherche didactique a porté son attention. Sujet qui n'est pas facile à étudier, le savoir implicite renvoie à un univers de variables complexes, fuyantes, ambivalentes. Ce savoir, produit dans la pratique des praticiens, se situe dans la pensée, les gestes professionnels, les actes, les actions, les regards de l'enseignant et en grande partie ne passe pas à travers une communication explicite. Au contraire, nous pourrions dire que les variables de l'enseignement sont pour la majeure, tacites puisque le trait distinctif entre la connaissance du pratique et la théorie est justement la caractérisation implicite de la pratique. En outre, tout ce qui constitue la mémoire de l'école en action se traduit en fragments éparpillés et peine à devenir ressource pour la communauté scolaire. Il y a donc un savoir du faire l'école qui est mis en acte mais qui reste dans les traces des expériences éducatives destinées à l'oubli didactique. Aussi pour cette raison, la recherche et la documentation des implicites de la vie en salle de classe donnent aux chercheurs une série d'obstacles cognitifs dont le dépassement semble être étroitement lié aux options méthodologiques qu'on effectue au moment où l'on a l'intention d'entreprendre l'étude. Nous voudrions essayer de parler de la nature difficile de ce territoire et des moyens plus efficaces pour l'explorer mais pas avant d'avoir rappelé la signification générale d'implicite dans la recherche didactique, et pour déterminer plus facilement le périmètre de la documentation de l'implicite dans les pratiques de formation de l'enseignant. Nous présenterons ensuite une exposition de dispositifs, pour parler de l'implicite des pratiques didactiques, élaborée par le groupe de recherche Didasco du département des sciences de la formation, psychologie, communication de l'Université de Bari, Aldo Moro, et actuellement expérimenté dans les domaines de la formation initiale et pendant le service de l'enseignant en Italie. 1. La recherche sur les implicites didactiques. Notre attention va depuis quelques années à l'analyse de l'implicite dans les pratiques de la vie en salle de classe et à la pensée quotidienne de l'enseignant, Perla, 2005, 2008A, 2008B, Perla Pagano 2010, Lanève 2005, Balbo 1993. Nous nous sommes intéressés aux pratiques à travers lesquelles les enseignants construisent leur savoir, et par conséquent, toutes ces procédures qui en facilitent l'explicitation dans le but de les assumer en fonction du développement d'une théorie de l'enseignement. Schulman, 1986. Qu'est-ce qu'on veut dire en général par implicite ? L'étymon du mot renvoie au latin implicitus, de implicatus, participe passé de impliquer qui signifie envelopper, enrouler. Il indique ce qui est compris et presque enveloppé dans quelque chose d'autre. Pour cela, on l'entend comme conjecture, allusion, induction et sous-entendu. En référence au travail spécifique de l'enseignant, l'implicite désigne l'ensemble des savoirs pratiques, orchestrés avec compétences particulières transpositives, magistralita, qui sont au cœur de ce savoir tacite de l'enseignant que j'appelle justement didactique des implicites, Perla 2010A. Dans les pratiques de l'enseignant, il y a en effet une logique qu'on ne peut pas recueillir immédiatement, une didactique cachée, de l'obscur, ou en utilisant les mots de Pernoud, un inconscient pratique fait de répertoires latents d'habitude, de conjectures, de routines, de raisonnements abductifs qui seuls ont partiellement accès à la compréhension explicite. Il reste dans les traces des expériences éducatives destinées à l'oubli didactique, ou sur le fond des comptes rendus narratifs que les éducateurs de valeur nous ont laissés comme témoignages exemplaires. Trop peu pour rendre intelligible la complexité de l'enseignement,
pour comprendre ce que la tâche prescrite par l'enseignant devient après un apprentissage réalisé par l'élève. Il s'agit donc de données à travers l'analyse des pratiques réelles en salle de classe et à travers l'utilisation des procédures, Altay, 1994, 2001, 2003, qui facilitent l'explicitation des implicites didactiques, visibilité à l'ensemble de ces variables tacites, Polanyi, 2000, placées entre la tâche prescrite par l'enseignant et l'apprentissage réalisé par l'élève, variables qui sont à la base des procès de gestion de la classe et de transformation en didactique des savoirs scientifiques, et qui, surtout parce qu'à bien des égards elles sont obscures aussi à la conscience de qui les met en place, offrent des problèmes importants quand on veut les faire émerger à la formalisation et la communication scientifique. On doit préciser que la recherche des implicites de l'enseignement n'est pas une recherche dietrologia, interprétative des motifs et des faits occultes qui peuvent se cacher derrière une action d'enseignement, Perla 2009a. Elle n'a pas l'intention de scruter des causes cachées dans le profond de la subjectivité enseignante, ou de faire affleurer l'inconscient de l'âme, mais plutôt de faciliter avec le même enseignant, la détermination d'un sens intersubjectif du pas encore connu, des pratiques professionnelles et de l'ensemble des éléments non canoniques, adaptatifs, qui sont à la base de la pensée productive de l'enseignant, en les faisant émerger à la conscience et à la communication intentionnelle avec le seul but d'améliorer son action. Beaucoup de pratiques d'enseignement, en effet, n'accèdent pas au niveau de la conscience réfléchie parce que considérées transgressives, ou parce que mal connues dans leurs fonctions adaptives, tandis qu'on pourrait en parler en conditions d'écoute réceptive. L'implicite des pratiques d'enseignement prend forme dans ce cadre interprétatif, comme le premier matériel d'une épistémologie de la pensée enseignante qui attend l'émancipation d'un plein affranchissement scientifique mais aussi comme l'objectif d'une recherche didactique qui a l'ambition de dire l'enseignement. Perla 2010b. Dans ce cadre, dont les repères de fondement ont été esquissés par la nouvelle recherche didactique, on comprend l'effort pour déterminer les méthodologies les plus aptes à étudier les implicites de l'enseignement à travers la connaissance pratique du dit implicite, construite par les enseignants mêmes. Ceux qui veulent s'approcher de ce territoire doivent se poser 3 questions. Quelles sont les sources d'implicites des pratiques d'enseignement accessibles au regard de l'analyse, Paquet, Altay, Charlier, Perrenou, 1996. Quelles options méthodologiques sont plus syntones avec la nature du territoire à explorer? Quels dispositifs permettent de laisser trace des implicites des pratiques en salle de classe? 2. Faire devenir clair ce qui est obscur. Pour mieux comprendre le sens de ces 3 questions, il est utile de rappeler 2 sollicitations, l'une sur l'implicite comme dimension constitutive d'une épistémologie des pratiques en salle de classe, l'autre sur la méthode la plus efficace pour approcher l'étude de ces pratiques. La première est de Cosimo Lanève. On ne doit pas laisser au hasard ce qui a le plus souvent de fortes probabilités de succès, c'est-à-dire la recherche sur l'implicite. Ce qui est obscur, écrit Lanève, doit devenir clair à l'enseignant, en continuant au contraire à rester même si pas nécessairement obscur pour l'élève. L'invitation est à la clarification de cet ensemble de variables de l'enseignement, qui innervent les pratiques en salle de classe avec des moyens incisifs mais cachés. Ce sont des variables qui doivent devenir claires à l'enseignant et aux chercheurs, même si les rendre conscients est, et les déterminer dans la recherche, est difficile, parce que les laisser dans l'ombre équivaut à renoncer à faire avancer le savoir de l'enseignement. En quelque sorte, l'essentiel de la vie en salle de classe est invisible aux yeux, mais c'est justement pour cela que la recherche didactique devrait viser à donner visibilité à l'essentiel, puisque c'est en parcourant ce chemin que la compréhension scientifique de l'enseignement passe. À cette sollicitation j'ajoute celle aussi importante que la précédente, de Luigina Mortari qui se concentre sur le problème méthodologique de toutes les recherches éducatives qui ont comme objet, l'obscur, des pratiques. La méthode rationalisée de la science moderne, écrit Mortari, cherche la clarté mais peut la rejoindre seulement en évitant les lieux opaques, les zones ténébreuses. Toute la vie est faite d'opacité, de côtés obscurs, de zones stagnantes où la pensée inévitablement s'embourbe. Pour explorer ces zones, écrit Mortari, en rappelant les notes d'une méthode de Zambrano, on doit chercher une méthode qui ne s'arrête pas au seul relevé de ce qui est évident et qui bientôt deviendra l'évidence, le banal, donnant lieu à une hermétisation croissante de la vie spontanée du sujet. La méthode qu'on doit chercher est celle qui vient de l'expérience en faisant expérience.
L'effort du chercheur devrait donc être orienté, plus que sur l'abstraction-formalisation des implicites sur un plan de rationalité, qui ne pourrait pas arriver à les expliquer comme données objectives, sur l'explicitation des significations que les enseignants donnent à leur pratique, sur la clarification des façons et des formes avec lesquelles ils construisent les conditions de réalisation des pratiques de la vie en salle de classe. C'est ici que l'essence des implicites doit être cherchée. Dans ce but, on devrait adopter une méthode qui consent l'immersion dans les événements en salle de classe comme ils sont vécus, pensés, agis par leurs protagonistes principaux, enseignants et élèves. La connaissance de la pratique, en effet, n'est pas un procès de réalisme ingénu qui remet en question une réalité objective, indépendante de ceux qui la connaissent et qui peut être observée et découverte par un chercheur externe, neutre. Le connaître de la pratique est une activité créative, artistique, sociale, imaginative. En effet, artistry est le nom qui lui est attribué par Schoen et Argyris, qui remet en question l'ensemble des attributions avec lesquelles les sujets donnent sens et signification à eux-mêmes, aux relations, à leurs mondes vitaux. D'où l'opportunité de recourir, dans l'étude des implicites de la vie en salle de classe, à des approches de recherche paradigmatiquement qualitatifs mais rigoureux dans la méthode, proches des pratiques réelles d'enseignement, capables de donner voix aux histoires des individus, à leur façon d'habiter les relations et contextes. Les approches armchair walkthrough doivent répondre à 4 critères généraux. A. Le fond écologique, qui tente à regarder à nouveau les pratiques éducatives de façon compréhensive, capable d'embrasser le Verstehen de Kaj Jaspers, l'événement considéré, en appréciant ses composants dans leur spécificité et relations réciproques, dans leur façon idiographique, clinique, micro, mettant en valeur les voix des protagonistes de la vie en salle de classe. B. La situatività qui insère dans un contexte, procédure, résultat, interprétation relatif au milieu spécifique et aux coordonnées d'espace-temps dans lesquelles la recherche a lieu. C. La rigueur méthodologique, qui constitue ce qui maintient ferme l'épaisseur de la recherche au-delà des options que les chercheurs ont, et qui peut être définie comme le procès de déchiffrement triangulation-interprétation des données émergentes en respectant la méthodologie choisie. D. La réflexivité, qui est inhérente aux problèmes éthiques, mais aussi épistémiques, de la présence du chercheur dans le champ de recherche. Apparaît maintenant insoutenable la prétention que les savoirs research product, c'est-à-dire produits par la seule interprétation du chercheur, puissent valoir seuls comme contribution au savoir de l'enseignement ou comme base pour la formation et le développement professionnel de l'enseignant. C'est la pratique, la condition de la théorie, comme la recherche et le procès de théorisation coopérative dans lequel les personnes sont engagées à théoriser ce qu'ils savent. D'où l'opportunité de repenser radicalement les rôles du chercheur et de l'enseignant dans le parcours de la recherche, suivant l'appel à la tradition phénoménologique. D'un côté, on doit faire émerger le rôle actif de l'enseignant, son activité intentionnelle d'attribution de signification aux pratiques de la vie en salle de classe. De l'autre côté, la présence du chercheur dans le champ de la recherche doit être relue non pas avec une fonction seulement interprétative mais aussi comme celle d'un auteur. Le chercheur n'est pas seulement un glossateur, interprète de ce texte qui est la vie en salle de classe, mais il en est le co-auteur, ce qui implique un travail auto-analytique important sur soi dans la recherche, qu'on doit développer main dans la main avec le déroulement de la recherche. Mais quels implicites de la pratique d'enseignement sont accessibles au regard de l'analyse ? Ils sont nombreux. Ce sont les implicites attribuables à cette forme de connaissance non cognitive, Van Manen, 1999, émergeant des milieux spécifiques de la vie ordinaire de la salle de classe, dont le tacite est rendu explicite pour le rendre disponible à la réflexivité et à la transmission professionnelle. Pensez, seulement pour faire un exemple, au poids des croyances. La recherche didactique italienne a commencé à s'en occuper récemment, Perla, 2010C, Sedone Biasuti 2008, Damiano 2007, Zambelli Cherubini 1987, Cherubini Zambelli 1999. Par comparaison à la tradition de la psychologie cognitive anglo-saxonne qui enquête au contraire depuis longtemps sur le rôle prédictif que ces constructions exercent sur la didactique en salle de classe et sur les façons dont le futur enseignant prend en compte les parties du discours didactique, Caldered, Robson 1991, Fang 1996, Thomson 1992, Richardson 1996.
On peut aussi penser au rôle déterminant joué par tous les livres lus par l'enseignant, sa mémoire bibliographique. Dans le savoir implicite de la pratique, une influence largement inconsciente est exercée par l'histoire de la vie de l'enseignant, qui n'est pas seulement l'histoire de sa vie à l'école, qui est le fruit de l'éducation reçue, des vécus pendant qu'il était étudiant, des points apicaux qui ont ponctué son existence. L'ensemble de ces legs biographiques, compris comme intimité qui ne pourra jamais être complètement dite. Démétrio, 1998, est un dépôt oublié d'implicite, parfois incommode à reconnaître, qui tisse du profond l'identité professionnelle de l'enseignant. Une autre source d'implicite du savoir de la pratique est le malaise non déclaré ex cathedra. Ce malaise qui ne trouve pas facilement les mots ni les espaces d'expression dans la culture institutionnelle actuelle et qui existe, c'est objectif et arrive dans des cas extrêmes, à prendre le visage manifeste des symptômes, Amaturo 2003, Portois, Mosconi 2002. Ou encore penser au poids des implicites de la culture de l'école, la mémoire pas écrite de l'institution. Les études practice based d'anthropologie culturelle, Clifford Marcus, 1998, et de psychologie du travail et des institutions, Martin, 1982, mettent en évidence que la force d'une institution ne réside pas seulement dans la valeur personnelle des individus qui y agissent mais aussi dans la mémoire de cette institution, dans sa vie émotive, Perla 2002, Rossi 2010, dans une histoire faite de mythes, de rites, de valeurs fondamentales, Lévi-Strauss 1990, qui constitue l'agrégat informel du travail des individus, influencés à leur insu, sans construction visible. Chaque école est en plus qu'un système, une communauté de pratique qui a comme fond cette scène symbolique, Wenger 2006, qui avec des façons et des formes implicitement envahissantes, finit par tisser les vies des enseignants et des élèves. Tabin, les sources de l'implicite, Perla 2010. 3. La méthode, l'explicitation co-auteur du savoir sur l'implicite de la vie en salle de classe. L'étude de l'implicite de la vie en salle de classe n'est pas simple parce que les implicites sont cachés dans les plis de l'ordinaire, faire école, dans les routines, dans certains silences inattendus, dans les latences affectives, dans le geste professionnel, dans la façon et dans l'ordre dans lesquels on donne la prise de parole en cours sans s'en rendre compte. Quand on cherche l'invisible dans ce microcosme opaque fait de relations, c'est-à-dire la vie de la salle de classe, on a donc besoin d'approches méthodologiques qui font apparaître l'objet cherché dans l'obscurité où il se cache. Des approches fondées sur une rationalité compréhensive qui, comparée à la rationalité limitée, n'impose pas d'isoler le particulier observé dans le cadre des relations d'ensemble, Damiano 2006. À la lumière de cela, la méthode que nous employons comme chemin pour donner voix aux implicites est celle de l'explicitation de co-auteur, Perla 2009a. Le procès d'explicitation du co-auteur se base sur une activité de questionnement qu'on peut dire indirecte, puisque son objectif n'est pas celui d'arriver à la conscientisation avec une interrogation focalisée, mais plutôt d'essayer de reconstruire la logique de l'action qui enseigne, en ayant recours à des instruments différents de description, narration, observation phénoménologique. Les raisons qui justifient la congruence de cette méthode à l'étude des implicites des pratiques en salle de classe sont a. La primauté accordée à la cognition directe, c'est-à-dire par accointance avec la pratique de l'enseigné. Les actes de cognition directe sont le sentir immédiat, la perception subjective des choses, l'intuition, l'empathie. L'œuvre d'explicitation, qu'on l'appelle clarification, défaire, attendre que l'autre se présente soi-même, est basée en premier lieu sur ces actes qui permettent de saisir les qualités des phénomènes, toujours chargés de tonalités affectives spécifiques, les prétendues qualités tertiaires. B. La centralité assignée au qui enseignant, à sa voix, à son intentionnalité dans la recherche. Centralité de la voix de l'enseignant ne signifie pas privilégier ingénument la subjectivité enseignante comme fondement des pratiques, mais mettre en valeur sa pleine participation dans la recherche. Aucune recherche ne peut dire l'implicite si l'enseignant ne partage pas but et procédure, s'il n'est pas partenaire actif de la recherche et donc ni destinataire ni source. C'est l'attention au sous-main du faire école. Et l'idée partagée que dans toute pratique d'enseignement un entrelacement très solide entre la vie personnelle, et sociale, et professionnelle de l'enseignant agit entre son faire école, et ses façons d'être dans le monde, avec soi et avec les autres. La préférence pour des dispositifs idiographiques,
prêt à recueillir les vécus et à exprimer la subjectivité épistémique, existentielle, professionnelle de l'enseignant. La méthode de l'explicitation, qui se structure donc à partir d'un travail de partage, coopération, solidarité Perla, 2011, entre l'enseignant et le chercheur, est composée de 3 moments. La prise de conscience de la pratique enseignante, la prise de parole, école normale d'instituteur, le retour à la pratique d'enseignement. Regardons-les brièvement. Comme il est bien connu, la prise de conscience, procès cognitif illustré par Piaget qui se déroule à travers un procès de verbalisation des actions, peut correspondre à une construction effective, qui reconstruit et réexamine sur un autre plan ce qui opérait implicitement sur le plan précédent. La prise de parole est le deuxième acte de la triade de l'explicitation. La prise de parole a pour but de faire émerger les représentations des actions didactiques éducatives, qui n'auraient pas pu être verbalisées spontanément, mais dont l'enseignant peut prendre conscience grâce à la médiation d'un instrument de verbalisation. Cette prise de parole se présente sous 3 formes différentes. L'auto-présentation du soi dans le travail magistral, la description de l'action magistrale et du soi en action, le récit de l'action magistrale et son interprétation, Perla 2011. Éclairé par les connaissances implicites contenues dans l'action, le cycle de l'explicitation se conclut avec le retour à la pratique éducative, avec le gain d'une conscience accrue des structures latentes de l'action et une pensée moins opaque pour ce qui concerne l'articulation du procès d'enseignement-apprentissage. En d'autres termes, l'explicitation de la pratique enseignante prend aussi une fonction libératoire et modélisante. La pratique est donc le point de départ du parcours d'explicitation. À travers la pratique, on éclaire les implicites, on retourne à la pratique avec la conscience plus mûre à la fin du parcours explicitatif. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de la communication, celle qui présente et décrit certains dispositifs de documentation de l'implicite didactique. 4. Documenter les pratiques didactiques. Certains dispositifs explicitatifs écrits utilisés dans la formation des enseignants en Italie. Dans la prospective d'une formation de l'enseignant qui tente à donner toujours plus de valeur à la connaissance des enseignants en ce qui concerne leurs pratiques, Cifali, André, 2007, Blanchard-Laville, Fablet, 2003, tous les dispositifs méthodologiques qui favorisent la mise à distance des pratiques prennent de l'importance. Nous parlons de la documentation des pratiques didactiques. La première façon d'arriver à documenter les implicites des pratiques didactiques est celle de l'utilisation de l'écriture professionnelle, Perla, 2012a. L'écriture professionnelle est la voie privilégiée d'intelligibilité de la pratique et de ses implicites. C'est la possibilité de comprendre le plus du faire école, c'est-à-dire en révéler la valeur ajoutée qui n'est pas toujours si manifeste. Voilà pourquoi il faut inviter les professionnels à dire leur faire à travers l'écriture, construire un framework de l'écrire professionnel dans lequel valider textes et procès d'écriture émergeant des situations de travail, produire un modèle d'accompagnement à la formation et à l'auto-formation avec et à travers l'écriture. C'est un nouveau travail dans la didactique professionnelle, destiné à ouvrir des perspectives également intéressantes pour la théorie de la formation des adultes dans les organisations. Écrire les pratiques didactiques est la première façon de les documenter. L'écriture sollicite la mémoire, la réflexion et en même temps elle rend visibles les modalités et les parcours de l'action didactique. Elle favorise le procès d'explicitation-verbalisation, Vinatier 2007, Vinatier, Altay 2008, des actions professionnelles, mettant en lumière la complexité dynamique des choix, des actes, des actions et des comportements liés à la pratique des apostrophes. Enseignants, faisant émerger les significations attribuées par les acteurs, surtout celles qui sont considérées essentielles pour dire l'action didactique telle qu'elle se déroule vraiment dans la réalité, Schiavone, 2012a, 2012b. Ci-dessous, nous présentons une sélection de dispositifs qui utilisent l'écriture dans le domaine de la formation enseignante en Italie. Le premier est la mémoire de l'apprentissage, qui a été expérimenté dans le domaine de la formation initiale des étudiants de sciences de la formation primaire. Le deuxième, l'album de mémoire d'école, expérimenté lui aussi dans le domaine de la formation initiale, est un dispositif qui utilise la narration comme forme privilégiée de conte et interprétation de l'expérience. Le troisième, l'auto-ethnographie magistrale,
est un dispositif rodé dans la tradition des self-study anglo-saxons et polarise l'attention de l'enseignant sur la description du quotidien scolastique suivi de considérations qui concernent ce qui peut être fait pour l'améliorer. Spécifiquement, ce dispositif est utilisé dans les parcours de formation des enseignants en service. Le dernier, l'analyse vidéo d'explicitation, est un dispositif réflexif d'écriture qui accompagne l'enseignant en service dans l'analyse des pratiques didactiques, prises vidéo, dans le but de mettre en évidence criticité et éléments submergés. 4.1 Le dispositif, la mémoire de l'apprentissage. Le dispositif, la mémoire de l'apprentissage, a été expérimenté pendant une recherche-formation sur écriture et apprentissage, coordonnée par le professeur Loredana Perla. La recherche a débuté en 2010, en même temps que le parcours formatif obligatoire à l'apprentissage, et a concerné 124 étudiants apprentis de la Faculté des sciences de la formation de l'Université des études de Bari, Perla, 2012b. L'objectif général a été d'éclairer les dimensions implicites de l'apprentissage, en documentant à travers l'écriture les actions de formation et les vécus émotionnels de ses protagonistes principaux, les étudiants. En d'autres termes, l'intention était de donner voix à l'expérience subjective de l'étudiant dans un espace de réflexion a posteriori, à travers la construction d'un modèle d'accompagnement didactique à l'apprentissage universitaire à travers l'écriture. Le dispositif s'articule en 5 sections: documentaire état civil, relative au projet, narrative, d'évaluation et auto-évaluation, épistolaire. Les 2 premières catégories sont structurées, demandant à l'étudiant un monitorage précis sur le plan du relevé, de ses activités d'apprentissage et de l'analyse du contexte d'organisation dans ses différentes dimensions. Les 2 autres catégories sont, au contraire, ouvertes à une écriture du compte de l'apprentissage. Ici l'apprenti documente, sous forme de journal, ses journées, ses écritures permettant une lecture qualitative de l'expérience. La dernière section épistolaire est une section qui recueille une série de lettres que mentor et tuteur échangent sur les thèmes qu'ils trouvent pertinents et auxquels ils font participer l'apprenti. Elle comprend aussi une lettre adressée par l'apprenti au tuteur didactique de l'apprentissage, pour exprimer un jugement d'évaluation et signaler de possibles modifications dans le service en question. Cette catégorie a été ajoutée dans le but d'améliorer la communication entre tuteur-mentor-apprenti, puisque les premiers résultats de l'analyse partielle des dispositifs avaient mis en évidence certains problèmes dans la communication entre tuteurs universitaires et mentors de l'entreprise. Le dispositif a accompli 3 fonctions. Herméneutique, relativement à l'exercice d'élaboration des significations des données d'observation passive et d'immersion active de l'apprenti dans l'expérience en cours. Formative, à travers la codification linguistique de l'expérience faite comme occasion de transformation de sa propre subjectivité, du rôle de l'étudiant au rôle d'apprenti. Heuristique, avec le but de trouver dans le regard du chercheur certaines données utiles en vue de la formalisation des apostrophes. Un modèle utilisable dans la formation de l'étudiant à l'apprentissage universitaire. Tab 1. Tab 1, section du dispositif La mémoire de l'apprentissage. 4.2 Le dispositif, l'album de mémoire d'école. Chaque album est composé de 3 sections thématiques appelées chronobiographie, c'est-à-dire selon les 3 coordonnées du temps présent, passé, futur. A. Hier, je me souviens de l'instituteur-institutrice de ma vie. B. Aujourd'hui, je photographie une journée parmi les bancs. C. Demain, j'imagine l'école que je voudrais. L'étudiant futur enseignant doit raconter dans la première, la rencontre avec l'instituteur ou institutrice qui ont davantage marqué le parcours de vie de l'étudiant. Dans la deuxième, elle doit représenter de la façon la plus précise possible, c'est-à-dire photographique, une photo d'une journée ordinaire d'école, vécue par l'étudiant apprenti. Dans la troisième, il doit imaginer le faire école auquel il aspirerait. Tab 2. Tab 2, section du dispositif L'album de mémoire d'école. 4.3 Le dispositif, auto-ethnographie magistrale. Rappelant Schoen, nous pourrions dire que l'auto-ethnographie est l'instrument de réalisation d'une conversation réflexive avec la pratique de l'enseignant. Il constitue un dispositif assez rodé dans la tradition des self-studies anglo-saxons, qui focalisent leur attention sur l'expérience en déroulement pour améliorer les pratiques de formation initiale des enseignants.
L'auto-ethnographie est centrée sur la récolte de toutes les traces possibles du faire école au quotidien. Liste des actions à faire, commentaires des textes des leçons, notes et coupures de journaux déposés dans l'entreprise, dans le dossier, photos, enregistrements. Tout est documentation instantanée utile pour reconstruire le film de la vie en salle de classe. L'auto-ethnographie magistrale, exactement comme ferait un ethnographe, se réalise donc suivant 3 phases distinctes. A. La récolte des traces et du matériel documentaire, une description neutre et une première organisation de ces traces comme elles sont, dans un canevas essentiel. B. L'écriture articulée selon des points de problématisation. Pourquoi ai-je ces matériaux? Pour quelles actions les ai-je utilisés? Avec quels résultats? Par qui? Qu'est-ce que je pense modifier dans le futur? Il s'agit, et on peut bien en avoir l'intuition, d'une écriture du temps-lieu qui demande un engagement important. Tab 3. Tab 3, section du dispositif, l'auto-ethnographie magistrale. 4.4 Le dispositif, l'analyse vidéo d'explicitation. Le dispositif, l'analyse vidéo d'explicitation, est un dispositif de documentation ex post, dont le but est de faire décrire et analyser aux enseignants le multidimensionnel que l'on trouve dans la pratique agie en classe en partnership avec le chercheur. La phase d'observation de la vidéo a lieu en tandem. Avant, le matériel est vu par le chercheur et l'enseignant séparément, ensuite ensemble. Les opérations typiques de l'utilisation de ce dispositif sont le choix et l'écrémage du matériel. Ce dispositif permet d'élaborer des implicites, par exemple le comportement non verbal, le transformant en unité informative utile à la réflexion. Conçu de cette façon, il se configure comme un puissant instrument d'auto-clarification de l'agir didactique et éducatif. Le dispositif est articulé en 2 sections, documentaire état civil et d'analyse explicitation. Dans la première, l'enseignant insère certaines données qui concernent la classe, la matière d'enseignement, l'argument et la durée de la leçon. Dans la deuxième section, l'enseignant, accompagné par le chercheur, élabore une narration réflexive à partir d'une liste de domaines d'analyse auxquels correspondent des indicateurs. La fonction des indicateurs est celle de soutenir l'explicitation des dimensions encastrées, qui sous-tendent les pratiques didactiques agies en classe. Le procès d'écriture exercé avec cet instrument a une fonction de reconstruction, d'analyse, de mise en système de l'expérience et de l'introspection comme moyen pour arriver à une meilleure compréhension de son propre agir didactique, des procès d'apprentissage et d'enseignement activés pendant la leçon. Par sa valeur documentaire, le dispositif l'analyse vidéo d'explicitation nous invite à considérer le matériel audiovisuel comme un très bon point de départ pour favoriser des procès non seulement à caractère explicitatif mais aussi auto-évaluant. Tab 4. Tab 4, section du dispositif l'analyse vidéo d'explicitation. Bibliographie. Altay, Monsieur 1994. La formation professionnelle des enseignants, analyse des pratiques et situations pédagogiques. France, Presse universitaire de France. Altay, Monsieur 2001. Formateur d'enseignants. Bruxelles, De Bock Université. Altay, Monsieur 2003. La ricerca sulle pratiche d'insegnamento in Francia. Brescia, La Scuola. Amaturo, N 2003. Una sofferenza senza fallimento. Indeggian sugli insegnanti in campagna. Milano, Franco Angeli. Balbo, L 1993. Introduzione. Infriendly. Almanacco della Società Italiana, 1 page 16. Blanchard-Laville, C. Fablet dès 2003. Écrire les pratiques professionnelles. Dispositif d'analyse de pratique et écriture. Paris L'Harmattan. Caldered, J. Robson, Monsieur 1991. Image of Teaching, Student Teachers Early Conception of Classroom Practice. Teaching et Teacher Education, 1 à 8. Cherubini, G. Zambelli, F. 1987. Psychologia dei costrutti personali. Bologna, Patron. Cherubini, G. Zambelli, F. 1999. Concezioni personali di insegnanti e nei confronti della conduzione della classe nella scuola dell'obbligo. In F. Zambelli, G. Cherubini, Manual della scuola dell'obbligo. L'insegnante e i suoi contesti, page 120 à 138.
Milano, Franco Angeli. Cifali, Monsieur, Andrea 2007. Écrire l'expérience. Vers la reconnaissance des pratiques professionnelles. Paris PUF. Clifford J. Marcus GE 1998. Scriver la culture TR IT. Roma Meltemi. Damiano E 2006. La nuova alleanza. Temi problemi e prospettive della nuova ricerca didattica. Brescia, La Scuola. Damiano E 2007. L'insegnante etico. Saggio sull'insegnamento come dimensione morale. Milano, Cittadella Editrice. Demetrio D. 1998. Pedagogia della memoria. Roma Meltemi. Fang Z 1996. A Review of Research on Teacher Beliefs and Practices. Educational Research 38.1. Kagan DM 1992. Implication of Research on Teacher Belief. Educational Psychologist 7. Lama 2000. Tacit Knowledge, Organizational Learning and Societal Institution, en Integrated Framework. Organization Studies 3 487 à 513. La Neve C 2005. Analisi della pratica educativa. Metodologie e resultants della ricerca. Brescia, La Scuola. Lévi-Strauss C 1990. Anthropologia strutturale, premier 2 TR IT. Milano Il Saggiatore. Martin J 1982. Culture in Organizations, 3 Perspectives, Stanford, University Press. Paquet Alte Monsieur, Charlier E. Perrenou P 1996. Former des enseignants professionnels. Quelle stratégie? Quelles compétences? Paris, de Bock et Larcier. Perla, L 2002. Educazione e sentimenti. Interpretazione e modulazioni. Brescia, La Scuola. Perla, L 2005. L'intervista per dire della pratica. In sé la neve, analisi della pratica educativa. Metodologia e resultants della ricerca, P80 à 98. Brescia, La Scuola. Perla, L 2008A. Implicito didattico e sistema di convenzioni professionali, un'indagine nella scuola secondaria. Quaderni del Dipartimento di Scienze Pedagogiche Didattiche, 610, 193 à 216. Perla, L 2008B. L'incidenza dei sapri preriflessivi nella pratica didattica degli insegnanti novizi. Prime resultants di un'indagine sulle credenze attraverso l'uso delle metafore. Quaderni del Dipartimento di Scienze Pedagogiche Didattiche, 710, 249 à 267. Perla, L 2009A. L'implicito malser ex cathedra. In sé la neve ed. Le scritture del Disagio P de 5 à 43, numero monografico, Quaderni di didattica della scrittura. Roma Carocci. Perla, L 2009B. A la ricerca comprensione dell'implicito nell'insegnamento. ATTI del VI Congresso Scientifico SIRD, Società Italiana di Ricerca Didattica 513 à 519. Roma Monolith. Perla, L 2010A. Didattica dell'implicito. Cioè l'insegnante non sa. Brescia, La Scuola. Perla, L 2010B. Le credenze professionali dei docenti. Esplicitazione ed analisi. In sé la neve, accuradi, si sono dei posti voti in classe. Bari, Centro Pedagogico Meridional. Perla, L 2010C. La magistralità come sapere implicito. Indagine pilota. In sé la neve, Quaderni del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didattiche 12-9, 215 à 244. Perla, L 2011. L'eccellenza in cattedra. Dal sapere insegnare alla conoscenza dell'insegnamento. Milano, Franco Angeli. Perla, L 2012A. Scritture professionali. Metodo per la formazione. Progedit, Bari. Perla, L 2012B. Scrittura e tirocinio universitario. Una ricerca sulla documentazione.
Franco Angeli, Milano. Perla, L2010C. La magistralità come sapere implicito. Indeggian pilota. In sé la neve, quaderni del Dipartimento di Scienze Pedagogiche e Didatiche 12-9, 215 à 244. Perla, L. Pagano, R. 2010, La scuola non educa. Istruisce poco. In sé la neve accuradi. La scuola educa o istruisce o non educa o non istruisce. Carocci, Roma. Polanyi, Monsieur 1962. Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. London, Routledge and Kegan Paul. Portois, J.P., Mosconi N. 2002. Plaisir, souffrance, indifférence en éducation. Paris, PUF. Rossi, B. 2010. Lavoro e vita emotiva. La formazione affettiva nell'organizzazione. Milano, Franco Angeli. Richardson V. 1996. The Role of Attitude and Beliefs in Learning to Teach. In Jessica Ed, Handbook of Research on Teacher Education. New York, Macmillan. Schiavone, N2012A. Documentar la conoscenza pratica degli insegnanti. Una via per lo sviluppo professionale. In a cura di I.G. Alessandrini, Cepini Alberti. La sfida dell'educazione oggi come formar cittadini dell'apprendimento. Nuovi habitat tecnologici reti e comunità, 139. Lecce, Pensa Multimédia. Schiavone, N2012B. La scrittura della documentazione didattica. In El Perla, Scritture professionali. Méthodo per la formazione 172 à 192. Vari Progedit. Sedon, F.A., Biasuti, Monsieur 2008. Non-Music Specialist Trainee Primary School Teachers Confidence in Teaching Music in the Classroom. Music Education Research, 10-3, 403-421. Schoen, D.A. 1993. Il professionista riflessivo. Per una nuova epistemologia della pratica professionale. Vari, Dédalo. Schulman, L. 1986. Those Who Understand, Knowledge Growth in Teaching. Educational Research, 15 4-14. Thomson, A. 1992. Teachers' Beliefs and Conception, A Synthesis of the Research. In De Groove said. Handbook of Research in Mathematics Teaching and Learning 127 à 146. New York, Macmillan. Van Manen, Monsieur 1999. The Practice of Practice. In Monsieur Lange, J. Olson, Henning et Binder, Wolfgang ed. Changing Schools, Changing Practices, Perspective on Educational Reform and Teacher Professionalism. Belgium, Garant. Vinatier, I. 2007. Un dispositif de coexplicitation avec chercheurs et maîtres formateurs. La conceptualisation de l'activité de conseil. INAREF, Actualité de la recherche en éducation, Strasbourg, 1 à 11. Vinatier, I. Altais, Monsieur 2008. Analyser et comprendre la pratique enseignante. Rennes, Presse universitaire de Rennes. Wenger, E. 2006. Comunità di pratica. Apprendimento significato e identità, TR-IT. Milano, Raffaello Cortina. Challenge of Knowledge Organization. H. Peter Holly. Président ISCO. Bonn, Allemagne. 1. What is Knowledge Organization? Dalberg 2006, Define Knowledge Organization a The Science of Structuring and Systematically Arranging of Knowledge Units, Concept, according to their inner knowledge elements, characteristics, and the application of concept and class of concept ordered by this way for the assignment of the worthwhile content of referent, object subjects, of all kinds. More precisely, Dalberg 1998, Define Knowledge Organization a subject area encompassing the organizing of a, units of knowledge concept and b, all type of objects, minerals, plants, animals, documents, pictures, museum objects, etc. Related to particular terms or categories, so as to capture what is known about the world in some orderly form allowing it to be further shared with others. Knowledge organization encompasses the following 9 sub-areas. The epistemological, mathematical, system theoretical,
cognitive scientific and scientific theoretical premises of order of concepts as well as their historical background. The knowledge of elements and structure of systems of concept. The methodology of intellectual construction, conservation and revision of this system and computerization, including question of paradigmatic and syntactic relating of their elements and units as well as keeping the system compatible and evaluating this system. The methodology of intellectual and machine application of this system via classification and indexing. The knowledge of existing universal and special taxonomy and classification systems including documentation language, the SORI. Question arising from the influential areas linguistics, mathematics, and terminology, including the retrieval problems especially in online access. The application of content indexing of all type of document and in all subject areas. The entire periphery of knowledge organization in the workplace, individual centers, societies, countries and in international areas, as well as the question of education, the economy, the use, etc. According to Dahlberg 2014, the essential characteristics of an object lead to its concept as well as to its hierarchical place and to its relation to other concepts. With respect to EG social tagging, the systematic approach and the presumption of inherence of the knowledge elements are nowadays no longer obvious. Traditionally, knowledge organization was understood as the ordering of documents on a bookshelf and the indexing of these in a more or less one-dimensional catalog. At least with more detailed documents, EG journal article, the growth of database and the availability of sophisticated retrieval technique, the concept approaches so far were not satisfactory and term-based organization became increasingly important. Now with the web, its many and hyperlinked, distributed and heterogeneous source, these simple terminological approaches are well no longer sufficient. Zheng, 2008, sees an increase of dimensionality and functions with the development from term list, via metadata-like models and classification, to relationship models, see figure 1. In principle this reflects a shift from more subjective views of knowledge and its order to more objective ones. Hence it has to be rethought how far ISCO, International Society for Knowledge Organization, has to change its mission. There are many disciplines which are partially applied in knowledge organization or which are operating in close connection with it, e.g. linguistics, cognitive science, philosophy. Figure 1 cause type. Amended from Zheng 2008, page 161. A discussed above knowledge organization is more oriented to the labeling, arranging, and retrieval of knowledge in archived documents. Main frontiers exist nowadays with knowledge management and knowledge engineering, confer. Figure 2. In knowledge management, the main focus is to make profit out of the knowledge within an enterprise and its business. The elicitation, codification and retrieval of knowledge for management processes are part of it. Knowledge engineering tries to mechanize knowledge storage, its maintenance, and its integration. Human models of understanding the universe of knowledge are part of it. Whereas knowledge management and knowledge engineering are appropriate to contrast to the primary scope of knowledge organization, these are a well-neighbored discipline worth to be considered as essential collaboration fields, confer Gilchrist 2011. EG enhanced and electronic hyphen application areas are more than a sum of all of these but a true progress if combined sophistically, like intended in the semantic web. Figure 2, Characteristics of knowledge discipline. Source, Oli de 011a. 2. Challenge for knowledge organization. At several conferences the future of knowledge organization, RESP. Information science was discussed. 2006 on the Vienna ISCO conference, Oli 2008, Winfried Schmidt-Sesser realized that a world model is needed that integrates means of organization and that can also detect and process knowledge in text. And Gerhard Budin stated that knowledge organization nowadays comprise cognitive, epistemic, communicative, and automatic knowledge representation, creation, and processing. On the Icon Conference 2007 in Bangalore Maximilian Stemfuber stressed out that aggregation of data resources in portal requires special treating of heterogeneity with respect to use demands.
One of the most demanding statements given at this conference was by Prasad Bahararam. Give me what I want, not what I ask for. Oli 2008b. Means for that might be procedures that deal with misspellings, spam ranking, use models, confer. Knight 2008. Seen under the perspective of local ethics, consideration of cultural context appropriateness must be taken into account. Hoffman 2008, Scovira 2008. Stahl, 2008, Names openness, affinity to action, and consequentialism are characteristics of social responsibility. À conférence en Scientific Communication of the Future, in July 2007 yielded in diversification of knowledge and type of knowledge communication distinguishing between mainstream knowledge and ingenious knowledge creation. This discussion of the last decade shape clearly that the users as well as the indexers have a fluid notion of knowledge and of document content to be useful for a certain application. These users are very different with respect to their individual or public task and their observing or constructing role, especially with the social web 2.0. Trump 2007, see figure 3. Whereas in the pre-digital world, the experts were dictating the value to the users, now in a native digital world the public and skilled users are setting the norm for the scientific expert, confer. Konyam 2009. The information quality is insofar not static but must be able to adopt information source from yesterday to very new arising question of tomorrow, see figure 4. Prerequisite though not sufficient is the trust in the information creation and its creating institution, confer. Herman 2008. The retrieval should apply sophisticated robust processing technique, which are able to mine important information from many and heterogeneous database. In favor of the current use a flexible adaptation with selective narrative range for decision making have to be provided for. Hence the demanding question will be: how an outdated information be transformed and reused for future unforeseen problems? Nevertheless une obvious use expectation can hardly be matched by a mechanical information system. More récent conférence, ISCO France 2009, Lyon N 2011, Lille, ISCO Germany 2009, Bonn, UDC Séminaire 2011, Den Haag, DGI 2012, Düsseldorf, had similar discussion round but picked out more the lacking of web semantics, the conflict with new social media and the computations dominant. Figure 3, Web 2.0 Users Typology. Translated from Trump 2007. Figure 4, Past Present Future of Information. Source, Oli 2011b. 3 Theoretical Foundations of Knowledge Organization. One key question is the theoretical foundation of information and knowledge organization work. If we are going back to Dalberg definition, we are finding also question of application and periphery of knowledge organization. And the founders of classification systems, like Dewey or Otler, Hayward 2010, went far beyond the question of positioning and distributing book. Such a focus on usability is accompanied by questions like: what kind of knowledge is worth being collected? Where should we get it from? How can we use and preserve it? Who should make profit out of it? There are many theories offered from activity theory to design theory, not to omit theories that include ecological and global aspects. A look only on complexity theory, Morin 2006, shows a wide range of theories nested with it under different aspects. See figure 5, System theory, Bertalanffy and cybernetics, Wiener, up to global network society, Castells. Thus knowledge organization must be aware of different theoretical positions that enforce certain tasks and vision, and must be able to lay its emphasis and principles on those theories that are appropriate in its special application area and for its use clientele. Schultz, 2008, says that only a more theoretical approach with deeper principles can give us the flexibility to deal with our new ethical environment. Figure 5, Complexity Map. Source, Castellani 2009. Certain positions determine the kind of offering information as well as expectation of the users. Not at least psychological theories, how we are attracted to use information, Berlin, activation theory, and which design of information will be fashionable, Burdeck, design theory, as well as sociological theories, how information and information norm are diffusing, Rogers, diffusion theory,
and Psychosocial Dynamics of Opinion Leadership, Lewin, Group Dynamics, have to be considered. Yorland 2002, see Figure 6, distinguishes between empiricism, induction from data, rationalism, logical modeling, historicism, historical background, and pragmatism, goal and value of information and users. Yorland, 1997, explains the pragmatic theory of knowledge among others as follows. Since living and acting constitutes the a priori of knowledge, knowledge is constructed in such a way that an application of well-constructed knowledge will directly or indirectly serve living and acting. In a biophysical, a sociocultural and a subjective world. There is a continuous interaction between knowledge and action so that knowledge is created in and through action, and so that experience that the actor requires through action influence subsequent action. Figure 6, Epistemological Schools. Amended from Yorland 2002. Himself, with reference to Andersen 2005, is a defender of activity theory as theoretical basis for information work. The most important issue in the criticism of empiricism, rationalism and positivism probably are the neglecting of knowledge as a social and historical product made to serve certain purposes and interest, and by implication the need reconsider knowledge clean in the light of new purposes, conditions and interest, 2013. For practical classification work is rather critical about use-based cognitive views, facet analytic approaches, empirical, numerical, and a well social citation, classification, but in contrast to May, 2004, et propose for bibliographic purposes also a domain analytic view, where only the cooperation with subject scientists will result in applicable and accepted knowledge organization systems. A essays, the difference between a good and a bad classification is that the good classification reveals deep insight concerning the possible choices and dilemma and is well argued, 2013. Et is more or less in consent with Umstetter 2014, ou claim for scientifically secured knowledge which guarantees scientific acceptance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.